et le contraster avec beaucoup de ce que les gens ont tendance à entendre et à dire sur ce qui est important dans un partenariat. Parce que je pense que beaucoup de gens luttent pour trouver un partenaire et bâtir un partenariat. Eh bien, tu sais, il y a différentes relations que tu peux avoir. Je veux dire, tu veux une relation d'1 semaine, d'1 mois? Cherches-tu quelque chose de plus long, de plus satisfaisant? Cela veut dire, tu sais, des années ensemble. Et, tu sais, les gens peuvent devenir très ennuyeux, très rapidement, n'est-ce pas? Particulièrement si tu ne peux pas avoir une conversation avec eux sur des sujets qui t'intéressent. Et donc, tu as mentionné les animaux. Les animaux sont un bon exemple, car je ne dis pas que vous devez être démocrate ou républicain. C'est trop banal et superficiel. Mais l'amour des animaux touche votre caractère, atteint quelque chose de profond en vous, ou votre aversion pour les animaux, si cela s'avère être le cas. Mais cela signale quelque chose de si primitif, si lié à un enfant, qu'il va y avoir une connexion profonde là. Et ce n'est pas comme si vous deviez tous les deux aimer les chats, ce qui est bien si c'est le cas, mais juste les animaux en général, vous aimez leur énergie. Tu aimes le fait qu'ils soient innocents, à leur manière. Tu aimes le fait qu'ils ne jouent pas avec toi. Tu aimes ce genre d'amour instantané que tu peux obtenir d'eux, ce genre de choses. Et tu te connectes à ce niveau. C'est un signe très positif, car ça va au-delà de l'intellectuel vers l'émotionnel et le viscéral. Donc vraiment, les connexions émotionnelles, les valeurs que vous partagez sont très importantes. L'argent est un autre point crucial. Si un de vous est incroyablement axé sur le matériel et tout tourne autour de l'argent, du pouvoir, du succès et du confort, tandis que l'autre n'est pas vraiment intéressé par cela, il aime dépenser de l'argent, etc. Beaucoup de gens ont des disputes sans fin sur quelque chose comme l'argent, n'est-ce pas? Là où il n'y a pas de convergence. Et l'argent signale une valeur plus profonde concernant la personne. Donc, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal si l'argent te motive. Je ne fais pas la morale. Parce que cela peut signaler une valeur que peut-être tu as grandissant. Et ce sentiment de confort et de ne pas avoir à s'inquiéter de quelque chose est très très important pour toi. Et ne pas s'intéresser à l'argent révèle quelque chose sur ton caractère. Donc, je dis aux gens, vous voulez regarder le caractère de la personne et voir une sorte de convergence là, et quelque chose qui peut durer. Je me souviens lire sur Franklin et Eleanor Roosevelt. Franklin Roosevelt était un jeune homme beau et dynamique, avant la polio. Très actif, très athlétique, très beau. Toutes les femmes le voulaient, riche, idéal. Eleanor Roosevelt, vilain petit canard. Elle n'était pas jolie, elle était un peu asociale. Il voyait son caractère. Il voyait qu'elle était à sa hauteur. Il a vu qu'ils avaient en quelque sorte des intérêts similaires à ce niveau dont je parle, qui vont au-delà des simples apparences. Et il a choisi Eleanor, et tout le monde était choqué par cela. Personne n'essayait de courtiser Eleanor. J'ai lu son nom à l'époque. Je pense que c'était Binnie Roosevelt. Choquant. Il a dit « J'ai trouvé quelqu'un avec qui durer, qui avait des qualités plus importantes pour moi. » Relation très satisfaisante. Bien sûr, plus tard, il a eu ses aventures, donc ce n'était pas parfait, mais c'était une relation très positive. Donc, voir tes valeurs dans la vie, tu sais, quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de carrière, quand il s'agit de confort ou de manque de confort, certaines personnes aiment ne pas être à l'aise. Ils aiment vivre au bord, ils veulent des défis, ils veulent passer d'une ville à l'autre, ce genre de choses. Et si tu s'associer avec quelqu'un qui veut juste vivre dans la même maison, tu vas avoir conflit après conflit après conflit. Le sexe peut être génial, et cela peut être bon pendant 1 mois ou 2 mois. Rien contre ça. Je ne vais pas juger ça non plus, mais cela ne mènera pas à une relation durable. Sport et athlé, c'est autre chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime le plein air, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, tu sais, comme Zaza Gabor, doit être à Times Square, dans un penthouse à Manhattan, tu sais, ce genre de choses. Donc, des valeurs qui atteignent l'intérieur d'un personnage, qui sont profondément ancrées, que tu peux presque pas changer, que tu ne peux pas contrôler, il y a une convergence là sur plusieurs niveaux.
c'est un signe que tu peux avoir une connexion profonde avec cette personne et c'est très important. Si ces connexions sont bonnes et qu'il y a une attraction physique, parce que sans l'attraction physique, cela va un peu s'éteindre. Tu as une recette pour un succès incroyable pour quelque chose qui peut vraiment durer. Et avoir une relation durable comme j'en ai eu est un tel ancrage dans ta vie. Tu sais, pour moi, pour quelqu'un qui bosse dur comme moi, et j'espère pour elle aussi, ça me recentre et rend la vie plus simple. Et plus facile, et ce n'est pas juste simple et facile. Il y a beaucoup d'amour et un grand nombre d'émotions plus profondes impliquées. Mais avoir une relation à long terme, si tu peux l'avoir, c'est quelque chose qui rapporte tellement de dividendes. Trouver cette convergence. Tu sais, quand j'ai rencontré maintenant ma femme, j'avais un chat à l'époque. J'étais toujours chien, mais j'avais un chat, et j'adore ce chat. Je crois pas qu'il était si merveilleux. Je l'ai amené chez moi lors du premier rendez-vous. Je voulais voir sa réaction face au chat, tu sais, parce que généralement, et je ne sais pas, les gens jugent mal que les femmes qui n'aiment pas les chats, je ne peux pas m'entendre avec elles, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose de félin dans la nature féminine que j'aime. Et elle aimait mon chat. C'était le meilleur signe. Les choses ont fleuri. Elle m'aimait pour aimer un chat. Il y avait une convergence qu'on a vue. D'autres choses, mais c'était la première. J'adore l'histoire. Et tout ce que tu viens de dire suggère, je crois, que pour trouver le bon partenaire et construire un partenariat existant qui, espérons-le, semble au moins partiellement juste pour les gens, cela nécessite au moins une certaine connaissance de soi, parce que, à moins que tu ne connaisses ton caractère, le propre caractère de quelqu'un, alors il est impossible de vraiment déterminer si le caractère de quelqu'un d'autre va bien s'accorder avec le tien ou non. La conscience de soi est en fait la qualité la plus importante dans la vie pour tous les aspects. Mais ouais, je veux dire, si on se fie aux pressions sociales, un homme choisira une femme trophée qui a l'air sexy et attirante. Tous ses potes, etc. Je suis prêt à aider pour la traduction et l'adaptation. Donne-moi le texte. Tu te laisses guider par les choses que la culture te dit, que ce sont les bonnes images pour toi, n'est-ce pas? Et puis, il n'y aura aucun lien avec toi, car tu choisis pour des raisons qui ne te correspondent pas. Et donc, tu dois te connaître. Sache ce que t'aimes. Sache ce que tu es. Je pense que la plupart savent s'ils aiment ou non les animaux. Je pense que la plupart des gens savent qu'ils aiment la stabilité. Ou ils aiment un peu de chaos. Je pense pas que tu dois faire une introspection. Mais ce que tu dois faire, c'est que lorsque tu es impliqué dans une relation, tu dois penser que ces choses comptent. Problème. Tu crois que ça compte. Tu crois que le sexe compte plus. Attirance physique. Ou tu penses que le fait que la personne ait beaucoup d'argent compte, etc. Je suis désolé, mais j'ai besoin du texte que vous souhaitez que je reformule et raccourcisse pour vous aider. Tu ne penses pas que cet autre aspect est important. Si tu apprécies ce dont je parle, alors ta conscience de soi va se manifester parce que tu sais vraiment fondamentalement ces éléments essentiels de ton propre caractère. Admirables, mais qui ne s'harmonisent pas avec leur propre caractère. J'ai vu cela de nombreuses fois auparavant, où quelqu'un commence à énumérer les qualités de leur partenaire, comme il fait ça, ça et ça. Elle fait ça, tu sais, il fait du bénévolat, etc. C'est génial. Je veux dire, bénévolat pour de bonnes causes, je suis d'accord. Mais ce qu'ils négligent souvent, il semble, c'est de savoir si c'est une valeur fondamentale pour eux ou si c'est juste quelque chose qu'ils admirent. J'entends beaucoup d'admiration dans les premiers jours des relations dont plus tard j'entends parler d'échecs. Et ce dont tu parles est quelque chose de plus profond, plus aligné avec son propre sens de soi. Et ça me conduit presque à utiliser le mot, tu sais, un peu plus sur l'énergie. C'est comme la fusion des énergies des gens, ce qui semble très New Age, et ce n'est pas mon intention, mais je pense que cela se rapporte à quelque chose dont nous entendons beaucoup parler et que je pense être valide, à savoir comment on se sent en présence de quelqu'un dans différents contextes, comme est-ce que nous nous sentons à l'aise, est-ce que nous ressentons de la légèreté et la capacité de nous exprimer nous-mêmes, et est-ce que nous apprécions et admirons leur expression plutôt que de simplement admirer ce qu'ils font. Ils ont fait blanc, blanc et blanc. D'accord. Ils manifestent ces qualités que j'aimerais avoir.
D'accord. Tu entends cela et tu aspires à avoir ce qui est très différent d'un entrelacement d'énergie. D'autres trucs. Comprends aussi leur caractère. Les gens peuvent être trompeurs, glissants et porter des masques. Un signe révélateur que j'ai remarqué dans mes propres relations dans le passé, c'est que la femme se comportait d'une certaine manière avec moi, que je trouvais très bien et que j'aimais. Puis, avec d'autres, elle était très irritante. Un autre personnage, et je suis vraiment un peu tombé amoureux d'elle quand je l'ai vue dans des interactions sociales. Elle a révélé, donc avec moi, elle portait presque un masque et jouait un jeu, mais dès qu'elle a changé de situation, j'ai vu un autre côté d'elle. Sois attentif à leur caractère, ce qui se cache, qu'ils ont ces valeurs, qu'ils ne te séduisent pas pour rien et qu'ils jouent pas avec toi. L'autre chose qui est très importante, c'est un sens du mystère. Donc un partenaire peut devenir ennuyeux très très rapidement, n'est-ce pas? Après un an, tu sais chaque petite chose sur eux, n'est-ce pas? Ils vont dire les mêmes choses. Ces conversations tournent en rond. T'es à la fin, pas de surprise. Mystère. Vous voulez quelqu'un qui a des angles que vous ne voyez pas vraiment au début, qui vous surprend parfois. Soudain, il y a une qualité que tu n'avais pas soupçonnée auparavant. Alors, les gens qui sont trop évidents, qui sont trop familiers, qui montrent tout instantanément, ils vont finir par t'ennuyer, non? Mais les gens qui ont un peu de réserve, je ne sais pas, peut-être que je projette mes propres valeurs sur eux. Le monde met les gens qui vous intriguent un peu, que vous ne comprenez pas entièrement, qui vous donnent envie d'en savoir plus. Et s'ils sont comme ça après 2, 3 ou 5 ans, waouh, c'est fantastique. Mais le sentiment de « je sais chaque petite chose sur cette personne », Eh bien, elle ne me l'idée d'en surprend apprendre plus davantage jamais, sur quelqu'un c'est ce qui rompt suggère un peu peut-être aussi l'enchantement qu'il et continue mène à la fin de évoluer la pour se relation. nourrir dans le paysage de la vie. Ils ne sont pas complètement cuits, n'est-ce pas? Ce qui, je pense, est une idée intéressante. Dans la série de 4 épisodes que nous avons réalisés sur la santé mentale, Paul Conti, un psychiatre, a dit qu'un appariement des pulsions génératives, qu'il a défini comme le désir de créer quelque chose dans le monde de sa propre expression, est vraiment critique dans une relation. Et il a dit, vous savez, cela importe moins que l'une des personnes aime la musique classique et que l'autre personne rock and roll, à condition que leur relation à la musique soit similaire ou quelque chose de ce genre. Comme ça, il s'agit d'une sorte d'élan pour s'engager dans le monde. Donc une personne pourrait aimer la musique, l'autre personne n'est pas intéressée par la musique, mais la façon dont elles abordent la vie est peut-être celle d'une curiosité mutuelle, d'un désir de découvrir, etc. Et que cela existe sur un continuum. Je suis curieux de savoir si cela semble correspondre à ce que tu dis. Ça l'est. Mais la seule chose que j'ajouterais, c'est que si tu aimes la musique classique et qu'ils aiment la musique Souvent heavy avec des metal, écouteurs. tu vas devenir fou assez rapidement. Ça va pas, tu sais, ça va pas coller. Et je sais que j'aurai ce problème. D'accord. Donc le fait que vous ayez tous les deux, parce que la musique est comme les animaux, d'une certaine manière. D'accord avec toi, mais je dirais que la musique n'est pas le meilleur exemple, car elle dit quelque chose de profond sur quelqu'un. D'accord ? Il y a, tu sais, je ne dis pas qu'un est supérieur à l'autre, mais cela révèle quelque chose qui est non-verbal, qui te donne une sorte de fenêtre sur qui ils sont. Donc, s'ils aiment le punk rock, comme toi, et que j'ai grandi avec le punk rock, il y a un côté rebelle, il y a une qualité anti-autoritaire qui est très forte. Voir à travers eux, s'ils aiment Mozart et les quatuors à cordes doux, il y a quelqu'un qui... une sorte de valeur douceur et tranquillité et paix. Tu n'es pas comme ça. La musique révèle une qualité de leur caractère très révélatrice et éloquente. Et donc cela ne signifie pas que vous devez tous les deux aimer The Clash ou The Dead Kennedy ou quoi que ce soit, montrant ma propre génération, mais que vous avez tous les deux cette tendance rebelle. Et cette rébellion, c'est toi, compositeur classique, parfois rebelle et en colère, curieux tu au sais, sujet et de en la fait, communication je non les aime bien, verbale donc dans tous les cette types de convergence, relations, c'est mais positif, restons dans le mais en paysage général, des je suis relations d'accord. romantiques.
pour le moment. Ouais, peut-être inclure aussi les relations professionnelles, parce que ce que tu viens de décrire concerne vraiment une résonance autour des choses non verbales. Peut s'exprimer par des mots. J'aime les animaux. J'aime cette musique. Meilleure chanson. Tu as vu ça? Les loutres sont incroyables, n'est-ce pas? Ce genre. Mais le langage n'est qu'une tentative de mettre, tu sais, des mots sur un sentiment dans ces instances. Donc, cela peut être classé comme non-verbal. En ce qui concerne la communication non-verbale, tu as écrit assez largement sur le fait que les gens communiquent souvent avec leur corps et leurs expressions faciales. Je suis certainement familier avec la sensation quelque peu. Si ce n'est pas une sensation très étrange de quelqu'un qui sourit, comme un sourire avec des dents, et puis, alors qu'il se détourne, ce sourire se dissout très rapidement. Et, tu sais, tu n'as pas besoin d'être un neuroscientifique ou un psychologue pour réaliser qu'il y avait quelque chose de plutôt faux dans cette expérience, ou que cette personne vit. Les émotions comme des interrupteurs, on-off, ce n'est pas comment on les ressent. On les vit avec continuité, comme être heureux en entrant à cause de ce qui s'est passé avant. Donc je souris en entrant. Je vois quelque chose de choquant, bien sûr, je vais froncer les sourcils, effacer ce sourire, mais c'est rare. Alors, parlons de la bouche, des yeux, du visage, du corps, dans le contexte de communication. Quelles sont quelque chose importantes? Il y avait une chose sur laquelle je voulais revenir en ce qui concerne la convergence, c'est que le sens de l'humour est extrêmement important, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas que vous aimez les mêmes comédiens, mais si l'un aime l'humour vulgaire et l'autre non, c'est un problème. Et aussi le fait que la personne n'ait pas le sens de l'humour ou ne te fasse pas rire est un très très mauvais signe. Donc je voulais ajouter ce composant-là. Mais pas suffisant. Mais bon, ça s'approche du suffisant. Ouais, je dirais ça. Tu sais, quand il s'agit de l'art de la séduction est un langage non verbal que tu dois maîtriser. C'est un langage des cadeaux que tu offres. C'est une langue de la façon dont tu sens. C'est une langue que tu communiques à travers les yeux, etc. Je suis désolé, mais j'ai besoin du texte spécifique que tu veux que je reformule et raccourcisse pour le doublage. Merci de fournir le texte avec lequel tu as besoin d'aide. Et la chose que tu dois comprendre à propos de l'être humain, c'est que nous avons évolué pendant une période beaucoup plus longue, sans mots, que les petites 40 à 35 000 années durant lesquelles nous avons un langage symbolique. Donc, pendant cette vaste période d'obscurité où nous n'avions pas de mots, nous ne communiquions pas verbalement. Nous percevions des signaux des gens. Nous observions chaque petit détail de leur comportement parce que nous n'avions pas de mots pour le déchiffrer. Donc, c'est ancré dans nos cerveaux d'avoir une sensibilité incroyable aux communications non verbales des gens. Nous pouvons presque être télépathiques de cette façon si nous apprenons ce langage. Le problème, c'est que nous avons la capacité, mais nous ne la développons pas du tout parce que nous sommes tellement orientés vers les mots. Tu écoutes juste les gens, si tu les écoutes même du tout. Tu entends juste les mots, tu crois qu'ils signifient quelque chose, qu'ils sont sincères, souvent pas. En même temps que tu écoutes autant les mots, les gens se déplacent dans leurs chaises. Regard détourné, ils regardent d'autres femmes ou hommes. Leur voix tremble là, où ça ne devrait pas. Leurs yeux sont morts. Le sourire sonne faux. Tu ne regardes rien de tout ça. Donc, la chose la plus importante dans la communication non verbale, loi numéro 1, est d'y prêter attention continuellement. Développe la pratique de couper les mots et d'observer les gens. Presque comme si tu mettais la télé en sourdine, non? Regardez leur comportement. Ce n'est pas facile et ce n'est pas naturel, parce que ce sont les mots, les mots, les mots. On se concentre sur eux, non? Mais ta capacité à éteindre cette télévision, à la mettre en sourdine, va soudainement ouvrir tant de choses sur les gens. Ils révèlent tant de choses. Les gens révèlent leurs secrets par leur comportement non verbal. Lis-les comme un livre si tu maîtrises ce langage. Et j'ai les lois de la nature humaine. J'ai décrit l'histoire de Milton Erickson. Je ne sais pas si tu connais Erickson. Peut-être le plus grand maître moderne de la communication non verbale.
C'était un psychologue incroyable. Il est en quelque sorte Certainement, l'hypnothérapie est une l'inspiration pratique derrière. psychiatrique valide. Je Comment veux ça dire, il y a s'appelle? d'excellentes données cliniques pour le soutenir. Aide-moi. Neurolinguistique. Je veux dire, c'est un peu une déformation de ses idées, mais il a créé l'hypnothérapie. Créateur de l'hypnothérapie. Milton Erickson a eu la polio à 19 ans et il était paralysé. Tout son corps l'était. Il ne pouvait même pas bouger ses yeux. D'accord? Il était assis au lit, l'esprit très actif. Et il allait juste mourir d'ennui pur. Et ce qu'il a fait pendant les 2 années où il était paralysé comme ça, c'était juste observer la communication non verbale des gens et prendre des notes dans son cerveau et apprendre chaque. Il a appris les 20 formes différentes de oui, les 100 formes différentes de non, n'est-ce pas? Chaque intonation, comment quelqu'un est entré dans la pièce, comment il a quitté la pièce. Tu sais, comment il le regardait avec pitié. Il l'a géré. Et puis, quand il est devenu psychiatre et qu'il a traité des gens, il pensait qu'il était psychique. Il pouvait voir tout en eux. Pendant 2 ans, il ne faisait que les observer. Il ne parlait pas. Il ne pouvait rien faire. Pas lire un livre. Donc, tu as ce même pouvoir, mais tu n'as pas la polio, évidemment. Mais tu dois d'abord y faire attention, n'est-ce pas? C'est incroyable quand tu le fais. C'est en fait très amusant. Et je dis aux gens, allez dans un café un jour dans votre ville, où que vous viviez, et regardez simplement les gens parce que vous ne pouvez pas les entendre, à quelques tables. Observez leur comportement et voyez si vous captez des indices. Et il y a des choses qui sont des signes d'émotion authentiques. Donc, par exemple, un exercice que tu peux faire est d'approcher quelqu'un d'un angle où il ne peut pas. Tu les vois, tu les surprends, tu dis « Hey Mike », peu importe. Se tourne. Pour cette seconde, leur expression révèle ce qu'ils pensent vraiment de toi. Vous détecterez si vous pouvez saisir des micro-expressions, et vous le pouvez. Ils ne durent qu'une 50e de seconde, mais ils sont là. Exprime un truc, et ils sourient. On peut voir le petit dédain dans leurs yeux, non? Alors le masque se met en place, n'est-ce pas? Ou tu leur parles. Ils te regardent, mais leurs pieds sont tournés dans une direction opposée. Ils veulent fuir, loin de toi, tu vois. Ce sont des signaux auxquels tu ne fais pas nécessairement attention. Leur posture vous dira tout sur leur niveau de confiance, n'est-ce pas? Encore, le faux sourire. Si tu peux simplement maîtriser la capacité à détecter le faux sourire, cela te sera d'une grande aide parce que ce que tu veux vraiment faire, c'est voir la personne avec un sourire sincère. Particulièrement dans les relations amoureuses, quelqu'un dont le visage s'illumine, un vrai sourire, illumine tout votre visage. Pas ta bouche. Ces parties de ton visage se lèvent, tes yeux s'animent. Il y a comme une chose neuro qui se passe dans ton cerveau qui change toute ton expression faciale. Et cela signifie que quelqu'un t'aime vraiment, s'intéresse à toi, il rit vraiment ou se connecte à toi. Mec, si tu peux voir ça, ça va t'aider tellement dans le domaine romantique et ça va t'aider à t'éloigner de ces personnes toxiques qui feignent continuellement de s'intéresser à toi. Parce qu'un narcissique, une personne toxique, prospère en te trompant avec une façade charmante et séduisante qui te fait entrer dans leur monde. Te blesse, ils peuvent te faire du mal. Alors, ils tombent dans leur piège. Donc, être capable de voir qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à toi, qu'ils font semblant, t'aidera à éviter des relations très toxiques. Les narcissiques ont des yeux morts. Presque inévitables, peuvent feindre un sourire. Ils feignent tout. Les yeux, tu dois les lire, tu dis, c'est quoi des yeux morts? Ouais, tu sauras en voyant. Le concept des yeux morts et aussi des yeux vivants est tellement fascinant parce que, comme les auditeurs de ce podcast le savent, parce tu es que ce je qu'on l'ai appelle dit un trop objet de de fois, soi. mais je vais le redire, que les yeux sont les seules 2 parties de votre cerveau qui sont à l'extérieur de la voûte crânienne. Je veux dire qu'ils sont littéralement 2 morceaux de cerveau tapissant l'arrière de vos yeux et la dynamique des pupilles.
ces changements, bien sûr, reflètent à quel point il fait clair ou sombre dans la pièce. Mais ils reflètent aussi des niveaux d'excitation qui se mesurent à l'échelle de la milliseconde. Donc, quand on exprime, vous savez, des mots de joie, en fait, les pupilles se contractent un peu, croyez-le ou non, ou excusez-moi, se dilatent un peu, je me suis trompé un instant, et vice-versa, vous savez, quand on se sent moins excité, sort de moments de désespoir, des expressions de désespoir, les gens devraient devenir un peu plus petits parce que l'excitation diminue. Et donc, je pense, tu sais, nous percevons ces choses à un niveau inconscient. Nous. La mort des yeux est en quelque sorte la conclusion qui nous saute aux yeux si nous faisons attention. Mais le problème, c'est que l'amour s'enregistre inconsciemment, mais nous ne lui accordons aucune valeur. Nous faisons confiance à nos mots, nous faisons confiance à notre rationalité, par opposition à nos intuitions sur les gens. Parfois, quand tu rencontres une personne pour la première fois, des signaux s'allument dans ton esprit, ton cerveau, quelque chose ne va pas chez eux, et puis tu l'oublies parce que tu ne fais pas confiance à ces signaux inconscients initiaux que ton cerveau te donne, n'est-ce pas? Donc tu dois la première sorte de confiance que ces intuitions sont très précieuses. L'autre chose est de prêter une attention particulière au ton de la voix. La voix, comme les acteurs vous le diront, est comme la chose la plus difficile à imiter, n'est-ce pas? C'est très difficile de feindre l'excitation. Ta voix, soit-elle là, soit pas. Il est très difficile de feindre la confiance. Et tu peux, des livres ont été écrits, je ne vais pas aller dans tous les détails à ce sujet. Mais la personne va révéler tellement de ses émotions, des émotions qu'elle ressent, en particulier des niveaux de confiance, tu sais, comme une voix tremblante ou quelque chose comme ça, ou une voix forte et confiante, que certaines personnes peuvent feindre, mais souvent c'est très difficile, voix à travers. Et au niveau de la séduction, les femmes, les hommes sont très très sensibles à la voix d'une femme, mais nous n'en sommes pas conscients. Parce que la voix de notre mère nous a énormément marqués très jeune. Son chant, sa voix, c'était sûrement notre première séduction. Et la voix d'une femme a un pouvoir énorme sur nous, n'est-ce pas? Et donc, entendre une voix qui vous agace ou vous irrite est quelque chose de mauvais signe. Il y a une place et cela va plus loin que tous les problèmes de caractère dont nous parlions. C'est comme un courtisan mais la voix d'une femme qui te rappelle un peu cette mère qui chante des chansons selon ce que tu ressens, tu sais, tu descends en dessous qui peut du très cortex facilement avec toutes te ces séduire. choses. Tu sais, la convergence du réel. Amour et désir. Je veux dire, nous exprimons avec des mots, nous percevons le monde en utilisant, bien sûr, notre cortex. Mais en réalité, il s'agit de plonger dans les choses subcorticales qui sont la matière de notre histoire, la matière de notre câblage et de notre unicité. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au fait qu'auparavant, nous parlions du nombre maintenant infiniment vaste de choix de choses à faire, de personnes avec qui interagir, etc. Mais en même temps, alors que tu parlais maintenant de ces micro-inflexions et les subtilités de la voix et de la communication corporelle, que ce soit des emojis, ou des personnes envoyant des images filtrées, ou le recours à la communication par message texte, qui est si prédominant maintenant. Il semble que nous avons maintenant plus de choix, donc plus d'entrées, mais les différences qualitatives entre les entrées ont été regroupées en quelques catégories simples, comme si nous étions revenus aux couleurs primaires seulement, mais la toile est immense, ou je ne sais pas si cette analogie fonctionne. Mais tu comprends l'idée parce qu'en fin de compte, pour développer de bons choix concernant la profession, les relations amoureuses, les amitiés, tu as besoin de beaucoup d'exemples et de beaucoup d'informations qui te permettent de saisir la subtilité. Mais tant que ce sont des emojis et des photos filtrées prises sous un angle particulier, tu sais, généralement d'en haut, demande la photo de face et en dessous, envoie-moi une photo de ta pire expression, tout ça. Il semble qu'il y ait maintenant une opportunité accrue de tromperie et je ne veux pas dire que les gens trompent les autres, je veux aussi dire que nous nous trompons nous-mêmes, comme « Oh mon Dieu, comment puis-je être si déçu, encore une fois, par un paysage particulier de la vie ?» Ça ne doit pas seulement concerner les interactions romantiques, ça pourrait être d'autres paysages comme « Comment puis-je être dupé ?» Eh bien,
tu es dupé parce que les entrées étaient déficientes, pas de bonnes données, comme nous disons. Eh bien, le fait est que si tu es immergé dans le domaine virtuel, il est très très difficile de maîtriser l'aspect de la communication non verbale qui est si important. Donc, si tu rencontres quelqu'un via une application et que tu fais défiler, puis que tu trouves cette personne, tu as raté la plus grande expérience de la vie.